Bienvenue, si vous nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de votre grand angle. Sous l'océan, le numérique et grand angle ce soir sur les trésors cachés dans les profondeurs des mers et des océans. Des milliers de kilomètres de câbles sous-marins assurent 98% des flux d'informations et de communication. Ils sont du coup devenus un champ de tension entre les grandes puissances de ce monde. Avec nous pour en parler, Camille Morel, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse en relations internationales associée à l'Institut d'études de stratégie et de défense, l'IESD. Votre livre « Les câbles sous-marins » est publié aux éditions du CNRS chez Biblis Inédit. Alors, avant de parler dans le détail des enjeux, des questions très simples pour commencer. C'est vrai que le grand public ne connaît pas forcément ces câbles. Nous ne les voyons pas par définition. Où se trouvent-ils ? Alors, ils se trouvent au fond des mers et en effet, ils sont posés en fait dans les trois grands océans et dans les trois grandes zones maritimes qui sont l'axe transpacifique, l'axe transatlantique et l'axe Europe-Asie passant par le canal de Suez. Et on parle de quoi ? De milliers de kilomètres 1,3 million de kilomètres de câbles qui sont posés dans le monde et en 2023, on s'accorde à dire qu'il y a environ 500 câbles sous-marins qui sont actifs dans le monde. À quand remonte la pose de ces câbles ? Alors ça remonte au milieu du 19e siècle, à 1851, la pose du premier câble entre la Grande-Bretagne et la France. D'accord. Et puis très rapidement ensuite, le premier câble transatlantique. À quoi servent ces câbles sous-marins ? Alors, ils sont indispensables en fait au bon fonctionnement de notre économie, de notre société moderne. On s'en sert tous les jours. Ils s'en servent essentiellement lorsqu'on passe des appels téléphoniques à travers le monde et dans les échanges de données. Dès que l'on mobilise, dès que l'on consulte des sites internet qui vont solliciter un transfert de données à travers le monde, eh bien, ça va passer en grande majorité par les câbles sous-marins. La communication, l'information, et elles sont source, selon vous, incontestablement de progrès ? À quel niveau ? Ces structures ? Progrès économique, d'échange. Tout à fait, oui, puisqu'elles sont c'est des infrastructures qui sont finalement le socle de la mondialisation moderne et qui sont indispensables au développement des sociétés, évidemment. Alors c'est intéressant parce que vous dites donc qu'un plus de 98% des flux d'informations qui sont transportés à travers le monde passent immanquablement par la mer avant de regagner la Terre et ses habitants. Moins de 2% transitent par les airs. C'est vrai que c'est une idée reçue, on pense beaucoup aux satellites. Ce n'est donc pas du tout le cas. Qui détient ces câbles sous-marins au juste ? Alors, ce sont des acteurs privés en grande majorité. On distingue trois types d'acteurs dans ce marché-là. On a les producteurs de câbles, qui sont les fournisseurs de l'infrastructure et des équipements dédiés. On a les propriétaires de câbles, qui sont généralement des opérateurs de télécommunications réunis en consortium, mais sur lequel des géants du net arrivent notamment depuis 2010. Et puis, on a des poseurs de câbles qui sont chargés aussi de la réparation de ces infrastructures. Alors, citons trois acteurs. Il faut toujours citer au moins trois marques, on va dire trois acteurs qui contrôlent aujourd'hui 87% de cela. C'est l'ASN en France, NEC au Japon, c'est bien ça, NEC et Subcom aux États-Unis. Ce sont les acteurs effectivement de la production des câbles sous-marins et des équipements qui sont dédiés, nécessaires au fonctionnement. On voyait ces images, on est à combien de profondeur là ? Ces câbles, ils sont... En fait, les câbles sont posés sur les profondeurs maritimes, donc dans l'Atlantique, ils vont jusqu'au fond des océans. On évite évidemment tout ce qui est des fosses qui pourraient endommager les câbles sous-marins, mais ils sont posés à même le sol, donc plus près des côtes, moins profond, et plus vous allez dans les profondeurs, dans la haute mer, plus vous allez dans des profondeurs. Vous avez cité une date tout à l'heure, 1851, c'est bien cela. L'arrivée des géants du numérique bien plus tard, les GAFAM, ça a changé quoi ? Alors ça a contribué à restructurer ce marché. Pourquoi ? Parce que la force de frappe économique des GAFAM fait qu'il va y avoir déjà une mise en concurrence des autres acteurs. Typiquement, les GAFAM vont toujours demander aux producteurs de fournir des câbles, mais au lieu de que ces producteurs fournissent un équipement clé en main entier, eh bien ils vont mettre en concurrence les différents producteurs sur une partie du câble, une partie sur une extrémité sur une terre, la partie du câble en elle-même et des équipements de l'autre côté qui seront fournis par un autre équipementier. Par ailleurs, il y a évidemment un plus grand nombre de câbles et une capacité croissante de chacun de ces câbles dans le monde. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents sur ces câbles sous-marins ? Alors, il y a des dommages très réguliers. En moyenne, on s'accorde à dire qu'il y a environ entre 100 et 200 coupures de câbles sous-marins dans le monde annuellement. Maintenant, la majorité de ces dommages causés aux câbles sont des dommages qui sont liés à la main de l'homme, mais accidentels, des filets de pêche ou des ancres. Ouais, en 2007, pêcheurs vietnamiens qui ont coupé un câble pour voler des matériaux à l'intérieur. Du coup, le Vietnam a perdu l'essentiel de sa connectivité au monde pendant 3 semaines. Ça, c'était un acte de malveillance. Alors, c'était un acte de malveillance. C'était en l'occurrence pour récupérer effectivement du cuivre. Donc, c'était un câble qui n'était pas un câble de fibre optique, un câble qui sont actuellement posés dans les fonds des mers, mais qui effectivement a été réutilisé et donc ça a été revendu à des fins de criminalité. Bon, vous êtes un collab, mais il y a aussi un câble là, dites-moi aussi,
je l'ai lu, qui a disparu au large de la Norvège. Et là, ça reste un mystère. Alors il y a plusieurs actions finalement qui sont mises en avant et dont on n'a pas beaucoup d'informations. Comme vous l'avez dit, ces câbles-là, c'est un sujet dont on parle peu. Ouais. Et effectivement, il y a quelques activités ou quelques coupures qui laissent sous-entendre qu'il pourrait y avoir des actions de la part d'États ou d'acteurs non étatiques sur ces infrastructures. Et c'est ce qui fait parler du sujet aujourd'hui. Justement, vous dites on en parle de plus en plus parce qu'il y a eu une image qu'on va remontrer, mais qu'il n'y ait pas de confusion. Nord Stream 1 et 2, ce sabotage qui a provoqué une fuite de gaz en plein conflit russo-ukrainien. À ce jour, on ne sait toujours pas qui est derrière, même si forcément on imagine qu'il y a une force de frappe étatique pour aller quand même à des profondeurs abyssales. On est d'accord, on n'est pas sur le même sujet, mais tout de même, ça pose la question de cet espace, au fond, qui est très loin. Qui légifère, qui juge, quel est le cadre qui régit ces câbles sous-marins? D'ailleurs, on pourrait poser la question des gazoducs aussi, puisque vous êtes spécialiste en marine. Alors effectivement, on est sur une problématique qui est des infrastructures maritimes, qui redeviennent critiques parce qu'il y a une compétition entre les États qui réaugmente dans le monde et qui donne lieu à une recrudescence des tensions entre les États. Donc il se pose des questions en effet sur la protection de ces infrastructures, et comme les acteurs non étatiques notamment et les acteurs étatiques se dotent de technologies qui sont à même d'aller de plus en plus profond, d'agir sur ces câbles, c'est une question, la question de la régulation, de comment est-ce que juridiquement on encadre ces infrastructures et on les protège. C'est une vraie question qui se pose. Et aujourd'hui, à l'échelle internationale, il n'y a aucune enceinte qui gère finalement ces infrastructures, bien qu'il y ait évidemment des conventions internationales qui régissent notamment la pose et la réparation de ces infrastructures. Ouais. Je vous ai parlé de Nord Stream, pourquoi ? Parce que depuis, l'Europe visiblement a renforcé ses capacités de surveillance, la France notamment d'ailleurs, la France a renforcé ses capacités à la fois dans les eaux territoriales mais aussi dans les eaux internationales. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, il y a une stratégie ministérielle qui est sortie effectivement en 2022 et qui vise justement à augmenter ses capacités pour aller plus en profondeur, en tout cas se doter de moyens complémentaires, ce qui est déjà le cas, mais aller plus loin et avec plus de moyens pour pouvoir effectivement surveiller, contrôler les infrastructures maritimes au sens large. Et là, on s'insère bien dans cette logique géopolitique croissante qui est investir ce nouveau champ qui potentiellement est un champ de conflictualité. Champ de conflictualité, mais pourquoi celui qui contrôle ces câbles contrôlerait le monde, par exemple ? Alors parce qu'on parle d'infrastructures de communication, d'information, et on voit qu'à travers le temps, même à l'époque télégraphique, c'était un avantage stratégique important en temps de conflit, en temps de tension, parce qu'on est en mesure, quand on dépend de quelqu'un, on est en mesure aussi de ne pas avoir accès à un certain nombre d'informations au détriment de quelqu'un qui, là, possédera un avantage considérable. Alors ça pose d'autres enjeux, hein. Il y en a plusieurs. Abordons peut-être aussi l'enjeu environnemental. Vous avez parlé de cuivre, c'est au fond des océans. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors ces câbles, ils augmentent en nombre, donc c'est une question qui est de plus en plus prégnante, la question de l'impact de ces infrastructures sur l'environnement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en termes de pollution directe de ces infrastructures, alors on a bien une infrastructure qui est construite par la main de l'homme et qui est posée dans un environnement naturel, donc qui va polluer par essence, mais c'est vrai qu'il y a peu finalement, à la fois en termes de bruit et de pollution directe ou de rayonnement, d'influence de ces câbles. Ces câbles qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils sont posés pour une durée au minima de 25 ans dans le fond des mers. Donc finalement, il y a un écosystème qui se recrée. Maintenant, il y a évidemment des efforts qui sont faits dans l'industrie. D'abord parce qu'il y a du plastique au sein de ces câbles, donc trouver des solutions pour évidemment moins polluer. Et puis aussi, il y a des navires qui sont en charge de la pose et de la réparation. Et tous les axes d'efforts, c'est aussi de dire on va faire attention et comment on peut faire pour diminuer l'impact. Et puis j'en terminerai simplement pour dire que ces câbles, ils contribuent aussi à l'empreinte générale du numérique, l'empreinte écologique du numérique. Donc il y a une participation de ces câbles à la pollution numérique globale. Alors vous l'avez tout simplement appelé les câbles sous-marins. C'est vrai que c'est un enjeu dont on entend désormais de plus en plus parler. Pourquoi vous, chercheuse, vous vous êtes attelée à écrire un livre sur ces câbles sous-marins? Justement parce qu'il y avait un contraste, c'est un contraste entre des satellites par exemple dont on parle beaucoup, qui représentent des sommes astronomiques, qui font un peu rêver tout ce qui est spatial, et finalement le maritime on s'y intéresse peu, il y a une méconnaissance et à la fois une peur aussi encore du fond des mers, c'est jamais, à part Jules Verne qui nous a fait rêver, on a peu de connaissances de ce qui se passe dans les fonds. Ouais, les fonds abyssaux comme on dit. Ouais. Des fonds abyssaux, et pourtant on voit que ces infrastructures elles sont indispensables, et puis ça recoupe du numérique aussi, qui est un enjeu au niveau cyber, on voit qu'à travers ces câbles finalement on a l'expression de tensions plus globales. Mais on peut paralyser un pays, le couper totalement. Un pays peut cibler un autre pays pour lui nuire en coupant ses capacités de connectivité? Tout dépend de combien de câbles dispose l'État en question.
pour des pays comme la France, qui sont bien dotés, qui ont une vingtaine de câbles, la question, elle ne se pose pas vraiment. En revanche, pour des îles, dans le Pacifique, par exemple, qui sont reliées par 1 ou 2 câbles, on peut isoler assez facilement ces États. D'où l'intérêt de créer des redondances et des moyens autres de communication. On n'a pas parlé de la Russie, ce pays-là, en termes de câbles sous-marins. Est-ce qu'il a une doctrine, une stratégie? Alors, la Russie est paradoxalement peu reliée par câbles sous-marins. Elle est surtout reliée par des réseaux terrestres au reste du monde. Exactement. Par contre, et encore aujourd'hui, la Russie est dépendante de ses infrastructures. Elle a aussi des capacités, et c'est ce qui est soulevé aujourd'hui par la presse et par la littérature, pour agir éventuellement sur ces câbles. Et on voit des pratiques, en tout cas c'est ce qui a été souligné par les pays membres de l'OTAN, on voit des navires à proximité régulière de ces câbles, au moins pour montrer que la Russie est en capacité d'agir, même si on n'a pas de preuves concrètes d'une action sur ces infrastructures. Alors on parle de tension, d'affrontement, pour autant, est-ce qu'il faut craindre une guerre des câbles sous-marins dans les années qui viennent ? Alors il paraît peu probable qu'il y ait des États qui, évidemment, coupent, par exemple, ces infrastructures de manière revendiquée. En revanche, on voit que ça participe de tensions plus générales. On l'a vu dans le cadre finalement, de ce conflit russo-ukrainien, où il y avait cette crainte d'action, de renseignements et autres à partir de ces infrastructures. Et là, ça participe effectivement de cet effort de conflit. On peut isoler, on peut faire des pertes économiques assez importantes en jouant à s'amuser à couper ces câbles. Donc il y a un véritable enjeu quand même derrière. Merci beaucoup Camille Morel, les câbles sous-marins chez CNRS Éditions. Merci pour votre éclairage sur ce sujet donc des câbles sous-marins.